Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait ta merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but de Darcheville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Papion. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. L'équipe de 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxime Waris. Le voilà, le ballon derrière Maxime Waris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le moral, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, et deuxième but, c'est parfait, bim bam boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne après encore un week-end de folie avec le FC Lorient. Ils l'ont fait, l'exploit était à leur portée face à Marseille, et oui, un but en moins de 3 minutes. Voilà pourquoi ne pas répéter les scénarios semaine après semaine. On va analyser cette dérouillée à la maison. Est-elle porteuse d'espoir? C'est une question qu'on se posera. Ou alors sonne-t-elle le glas de nos espoirs de jours meilleurs avec le FC Lorient? On va en discuter avec l'équipe de la taverne en commençant par Raph. Salut. Salut à tout le monde. Lucas est avec nous également. Salut bonjour, les gars. Et Kams est de retour. Alors il n'y a pas Christian Gourfu, mais il est quand même venu de dire bonjour. Salut Kams. Hola chicos. Kams qui visiblement nous contacte depuis l'autre côté des Pyrénées. Raph, 4-2. On se disait dans l'épisode précédent le match de Marseille, ça allait être dur de battre l'OM. Forcément, quand on prend un but d'entrée, c'est un peu compliqué. Et quand on en prend un deuxième dans la foulée, ça se complique énormément. Ouais, moi je crois que je vais m'auto-citer, mais je crois que j'avais dit qu'on allait se faire rouler dessus. Donc c'est un peu ce qui s'est passé quand même. Clairement, on n'a pas vu le jour sur les 10 premières minutes. On concède deux occasions coup sur coup et ça fait but 2 fois. Compliqué de réagir. Je pense qu'à partir de là, tu sais que le match il est plié. Très peu de sursaut d'orgueil à ce moment-là. Le match, la première période est presque quasiment ascensionique. Donc ouais, faillite collective à ce niveau-là. La défense a été très rapidement aux abois. Possession grandement marseillaise. Après, on a eu quand même quelques petites tentatives, mais ouais, on avait une grosse fébrilité sur tous les aspects de la défense. En fait, les coups de pied arrêtés, le jeu aérien, la profondeur, le marquage. J'ai vraiment la sensation que toute attaque marseillaise pouvait être très très compliquée à gérer. Et j'ai trouvé aussi Marseille hyper capable aussi de nous mettre en danger, parfois avec des attaques à 5 ou 6 Marseillais pour venir saturer notre ligne défensive et ça a fait assez mal. Donc ouais, complètement d'accord avec ce terme de faillite collective, parce que aujourd'hui, sur ce match-là, est-ce qu'on peut faire ressortir certaines individualités positives? Bon, il y aura peut-être des personnes qui ne sont pas passées au travers de leur match. Mais d'un point de vue défensif, la ligne de 4 derrière, personne a le cul tout propre quand même. Donc du coup, après voilà, avec plus ou moins de réussite quand même, mais ouais, faillite collective, parce que cette première mi-temps, je pense que c'est une des pires qu'on ait pu avoir au Moustoir, probablement, je pense. C'est pas la première fois qu'il y a eu 4-1 à la mi-temps au Moustoir, sauf que la dernière fois on était revenu à 4-4.
Gilles Soudou qui avait égalisé. C'était contre Ajaccio. Ça remonte. Hein. Ouais, et puis même au-delà de ça, je trouve que dans le contenu et dans la ténacité, on a quand même, je dirais pas qu'on a lâché, mais enfin c'était. Ah oui. Non, moi je pense qu'il y a moi je pense surtout qu'on a. Là, il y avait un vrai sujet de niveau, de préparation, peut-être aussi de niveau physique, je sais pas, mais en tout cas, on n'était pas c'était pas la même catégorie, quoi. On boxait pas dans la même catégorie. Cam, ces 10 premières minutes cauchemardesques, et on pourrait même dire les 20 premières minutes cauchemardesques. Comment tu l'expliques ? Les joueurs savent ils sont dans une très grande difficulté en championnat. Match de gala au stade, dimanche soir, prime, tout ce que tu veux. Et ça explose d'entrée, quoi. Comment on explique ça ? Sincèrement, ça va avec le contexte général et c'est dans la continuité des matchs qu'on voit depuis quelques semaines. Alors effectivement, ça a atteint un certain summum sur cette première mi-temps. Parce que moi, je m'arrêterai pas aux 20 premières minutes. Le fait que tu marques avant la mi-temps, pour moi, c'est inespéré tant t'es inoffensif et inexistant. Et moi, j'étais pour moi plus près de finir à 4-5-0 même à la mi-temps que 4-1. Ouais, il y a une grosse occasion de Bamba Dieng quand même. Ouais, mais pour une grosse occasion, t'en as concédé 10 en fait. Ah oui, bien sûr. Si eux mettent toutes leurs occasions dans ces cas-là, t'arrêtes le match à la mi-temps. Et pour te dire, Kams, du coup, t'as 17 tirs marseillais sur la première période, 8 cadrés. C'est clair que le score aurait pu être plus lourd, quoi. 17 sur une mi-temps, c'est énorme. C'est invraisemblable. Mais après, autant il y avait 2-0 en 10 minutes et parfois, alors comme a dit Raph, là tu sentais que c'était pas tenable et que tu pouvais pas espérer autre chose et tu sentais que c'était presque fini au bout de 10 minutes. Autant il y a des fois, il y a des matchs, tu peux te dire c'est bon, ça va le faire. T'as pris 2 occasions, mais tu sens quelque chose. Autant là, tu sentais rien. Sur la volonté de défendre collectivement, alors tu le sens pas. Sur la volonté d'attaquer, j'en parle même pas parce j'ai le sentiment qu'il y a aucun repère entre les mecs et il y a trop de ballons donnés bêtement, des ballons mis en profondeur quand c'est demandé dans les pieds, des ballons mis dans les pieds quand c'est demandé profondeur. C'est invraisemblable. Et il y a défensivement, il y a des exemples criants. T'as pris 4 fois le même ballon entre Kalulu entre Kalulu et Laporte. Il a fait 4 fois le même appel, 4 fois il a été servi. Et ça a fait but 1-2 fois, je me rappelle même plus, au moins une fois, mais une deuxième où il y a eu une grosse action. En tout cas, c'est invraisemblable. Les mecs soit communiquent pas, soit ont pas envie, quoi. D'ailleurs, les changements à la mi-temps, on s'avance un tout petit peu là, mais changement à la mi-temps, que Le Goff, Laporte sortent, pourquoi pas. Kalulu qui reste sur le terrain, moi dans ce cas, j'ai pas trop compris le projet. Lucas, je reviens sur quelque chose qu'a dit Kams. Il disait qu'on n'a rien senti, on sentait pas une révolte, etc. Quand il y a 3-1, but de Fèvre, de Mendy, Benjamin Mendy, 3-1, tu te dis pas, tiens, ça va peut-être pouvoir le faire. T'as pas cet espoir qui naît? Non. C'est le deuxième, le but de Mendy, c'est le deuxième. Oui, pardon. Excusez-moi. Oui, c'était bien le but de Fèvre. Ouais, pardon. Dans le stade, ça a explosé. Tout le monde était hyper euphorique pendant 2 minutes. Et au moindre duel marseillais perdu, on a l'impression que le stade était complètement retourné. Mais derrière ça, non. Après ce qu'on a vu, on peut pas se dire que c'est un accident et que dans la tête, on va repartir et renverser le match. Parce que depuis le début de saison, on n'a pas de certitude et on n'a pas en fait cette pensée que par le jeu on va s'en sortir et que par nos ressorties de balles, par nos schémas de jeu construits qui se répètent, on pourrait s'en sortir. Ça on l'a pas vu, donc non, je n'avais pas forcément cet espoir-là. Je m'attendais à une réaction, en tout cas, à une réaction positive. On prend ce but juste derrière. Et là, 1 minute après, littéralement. Et là, c'est totalement inespéré. En fait, je trouve qu'on s'est pas aussi forcément adapté au système marseillais. Donc, il était à 3 derrière, et je trouve que Mbemba nous a fait très mal. On sait que c'est un joueur qui, techniquement, c'est quand il a de l'espace, malgré que c'est un défenseur, il
c'est lui qui contrôle le jeu marseillais et en fait il était tout souvent laissé pour libre. Alors j'ai envie de souligner le bon match de Dieng. Après au pressing, mais il n'était pas tout seul, il n'était pas forcément, il n'y avait pas forcément assez d'intensité. Et ça nous a fait très mal parce qu'ils ont joué très avec beaucoup de verticalité et on n'a pas du tout su répondre. Alors, sur les individualités, on reviendra tout à l'heure. Excuse-moi, ouais. Lucas. Je continue sur cette première mi-temps. 4-1 à la mi-temps. Il y a un moment, il y a un plan sur Régis à 2-0 pour Marseille à la 10e minute. Il y a un plan sur Régis. Il est assis sur sa chaise, les yeux dans le vide. Moi, à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu très, très, très peur. Alors, bon, on a perdu quand même, hein, mais je me suis dit, ouille. Là, c'est un moment. Quoi je sais pas. T'as eu peur de quoi? Tu vois, Régis. Il y a déjà 2-0. T'as 2-0, t'es à 10 non, minutes. Mais à 3-0. Les yeux dans le vide. Ouais, non, mais sur ce plan-là. Il note sur son calepin, je ne sais quoi, c'est pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais, alors du coup, 3-0, 4-1 à la mi-temps. 4-1 à la mi-temps. On revient et tout de suite 4-2. Là, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas eu un petit lueur d'espoir. Aucune. Non, ouais, 4-2, franchement, t'es content parce que 4-2 à la 50e, tu dis, tu fais ce qu'il faut pour revenir, en tout cas. À ce moment-là. Enfin, non, vu la première, c'était impossible, en fait. Il s'est tellement rien passé en première que j'y ai pas cru une seule seconde, en fait. J'ai dit 4-2, ouais, bon, tant mieux, écoute, hein. Mais à aucun moment, t'as senti t'as plus envie d'y croire qu'une vraie sensation de domination. Ouais, après, t'es rationnel, tu crois pas une seconde, c'est tout. Et puis en fait, après, Marseille a quand même Marseille après relativement bien défendu, a géré son avance. Marseille n'a rien fait offensivement en deuxième mi-temps. Marseille en deuxième mi-temps, ils n'avaient rien à faire. Ouais, bien sûr. Ils n'avaient rien à faire. Après ils ont bien joué le coup. Ils nous ont fait perdre, ils nous ont fait perdre au moins 5-10 minutes à un moment donné, à hacher le jeu aussi, à faire beaucoup de simulation, enfin pas de simulation, mais à traîner par terre un peu longtemps quand même. Donc ils nous ont eu. Non, mais ils ont cassé notre dynamique qui, je pense, le seul moment, juste après le but, on a eu vraiment un moment fort, c'est les 10 minutes après le deuxième but, où on a mis un peu le feu, où on se dit si on met un troisième là. Peut-être que ça peut changer la physionomie. Et après, rideau, 70e, terminé. Pur. Lucas. Non, je suis d'accord avec Raph. Hein. On peut quand même dire qu'on y a cru sur la période de flottement qu'a eu Marseille durant toutes ces secondes mi-temps, mais particulièrement après notre seconde but. Où là, même si on n'a pas de certitude dans le jeu, on aurait pu renverser le match, rien au mental, à justement avec un peu profiter de cette deuxième mi-temps qui était très mauvaise de Marseille et c'est un peu typique de leur saison. Malheureusement, on n'a pas profité et après ces 10 minutes-là, finalement, c'est retombé et on n'a pas réussi à remettre le feu. C'était très statique et finalement, on a retrouvé ce qu'on connaissait. Ouais, c'était très inoffensif, on va dire, après à partir de la 65e, 70e minute, il se passe vraiment plus grand chose. Même à 11 contre 10, on vient pas les bousculer. C'est très inquiétant. On pourrait aussi parler des changements qui ont été effectués. Croupier qui rentre très tard. En fait, on a quoi comme, excuse-moi, je reviens sur un peu cette physionomie de fin de match, fin de deuxième période. On a Dieng qui du coup a plusieurs occasions dont il a deux très grosses occasions dans le match quand même, Dieng. Ouais. Ensuite on a une tête de Talbi qui clairement celle-ci est sortie miraculeusement là-dessus. Ouais, mais ensuite on a Talbi l'an dernier, il la met celle-là quoi. Une petite tête de Touré, t'as une occasion de Taberger à la 65e, puis après gros trou. Et en fait, on a un trou entre la 65e et la 89e. La 89e, c'est l'énorme frappe de Bonqueux innocent, là, mais qui vont malheureusement. Et la dernière occasion, c'est la tête de Junior Croupi qui est au-dessus de tout le monde et qui la met au-dessus de la barre. Donc là, en fait, je trouve que Marseille a super bien géré à la fin, à l'expérience, en hachant le jeu, en cassant bien nos... Et puis les entrants ont assez peu pesé aussi, je trouve, au final. Donc compliqué. Je trouve qu'en fait on a joué 15 minutes sur ce match. On parle des entrants.
Donc changement à la mi-temps, Formose, Mendy qui rentre et Touré. Bon, ils n'ont pas été mis en danger en deuxième mi-temps, mais en même temps Marseille, n'a pas attaqué. Tozin, je viens de me souvenir qu'il était rentré parce que je le vois là, mais il ne reste pas un grand souvenir. Darlin Nyongo à la 80e et Croupi. Alors Croupi à la 87e, mais ça faisait quelques minutes qu'il était sur le bord du terrain à vouloir rentrer et ça a traîné un petit peu. Lucas, tu penses qu'on peut dire que ce match on l'a perdu en 10 minutes? Non. Parce que je pense que s'il n'y a pas ce score à la mi-temps, cette large différence, Marseille fait pas le même seconde mi-temps. Ouais. Et finalement, on perd sur 90 minutes et on n'aurait pas du tout su répondre au match marseillais. Sans forcer en seconde mi-temps, ils ont réussi à maîtriser totalement leur débat. Et même, sur la période où ils ont été plus faibles, je dirais pas qu'ils ont très bien défendu en seconde mi-temps. C'est juste que en position haute, on n'arrivait simplement à trouver aucune solution parce que Fèvre était tout le temps arrêté et perdait tous ses duels. Et même quand il y avait des opportunités, avec des courses dans la profondeur, je l'ai trouvé très en manque de lucidité, toujours à vouloir jouer le 1 contre 1. Il n'était pas du tout en réussite. Donc voilà, mais ça c'est un syndrome plus général que ça. Donc très petite stat pour étayer ton propos, Lucas, je me mets à ton service. 2 sur 8 sur les dribbles et 19 ballons perdus. Donc clairement, voilà. C'est un non-match à ce niveau-là pour lui, beaucoup de déchets techniques. Ouais. L'autre jour, on disait qu'il choisissait ses matchs. Peut-être que juste il est peut-être cramé un petit peu en cette fin de première partie de saison, peut-être. Tiens, allez, puisque Lucas a lancé le sujet, on va parler de quelques individualités. Alors, on va commencer par parler de ceux qui ont raté leur match et on est obligé de commencer par la défense centrale et en particulier de Julien Laporte, Raph, qui rate à peu près tout en première mi-temps. Ouais, pas du tout en réussite. Ça faisait franchement, c'était dur. Enfin, tu te mets à sa place, sortir à la mi-temps. Il y a un bon nombre de buts pour lui quand même, que ce soit sur de l'agressivité au niveau aérien, sur les duels aériens, sur le fait de pas sauter avec Kalulu sur plusieurs occasions. En fait, d'être un peu dépassé. Hein. Je sais pas si c'est physique, si c'est tactique, si c'est, comme le disait Cam, c'est peut-être aussi de la communication. Pour autant, Kalulu, il connaît le gars, Talbi, il connaît le gars, devant, il y a Bergel, il connaît. Donc c'est bizarre, je sais. Moi, Laporte, j'ai du mal à savoir s'il est revenu à 100% aussi de sa blessure. C'est quand même une grosse blessure qu'il a eue la saison dernière. Ouais, ça fait longtemps. Oui, mais bon, tu sais aussi que tu peux, en termes de sensations, etc. Et puis de remise à niveau aussi physique. On sait que la pointe de vitesse, c'est pas forcément sa force, et clairement, il a été pris à ce petit jeu sur plusieurs balles en profondeur, et Kalulu a pas forcément réussi à lui sauver la mise sur de la couverture non plus. Et c'est vrai que d'un point de vue défensif, côté aérien, on a souvent eu tendance à dire qu'on avait quand même 2 joueurs de tête assez ok là-dessus, Talbi et Laporte. Alors il a failli se rassurer peut-être avec une grosse occasion de la tête aussi en première période, mais qui n'a pas fini cadré pour lui. Mais ouais, c'est très très dur. C'est un match très compliqué pour lui, si ce n'est peut-être le plus compliqué sous les couleurs lorientaises. Je crois qu'il a pris un 2 sur 10 sur l'équipe. Ouais, alors tiens, juste, je fais un petit aparté là. Journaliste de l'équipe qui nous explique que Laporte est impliqué sur 27 des 29 buts encaissés. C'est une stat à la con. Qu'il est sur le terrain pour 27 des 29 buts encaissés. Alors, ok, pas de problème. Vogo, il est là pour 29 des 29 buts. Talbi, il est là pour 29 des 29 buts. Non, mais surtout dans Vogo, à la limite, on peut... Sans vouloir défendre outre mesure Julien Laporte. Attention, mais... Non, mais cette stat est ridicule. C'est sûr que... Et on s'y connaît en stat ridicule. On s'y connaît, nous.
plus tu joues, plus tu prends des buts. Hein. C'est normal. Si tu joues pas, tu prends pas de but. Hein. Donc, super saison de Mouyokolo, qui du coup ne prend pas de but avec le FC Lorient. Bravo à lui. Donc, tu vois, ça n'a aucun sens. Franchement, je trouve que c'est d'une bassesse intellectuelle, en tout cas, d'utiliser ce genre de stats. Juste, tu réfléchis 2 secondes, tu comprends qu'en fait, cette statistique ne veut absolument rien dire. Bon, bref. Voilà, c'était pour le petit aparté. Kams, tu le mentionnais un petit peu tout à l'heure. Julien Laporte qui n'a pas non plus été aidé par son latéral droit. Non, il est pas. Lui, comme le reste de l'équipe, est passé à côté de son match, défensivement en tout cas. Même offensivement, on l'a pas vu. Après, je soulève le point que je soulevais tout à l'heure et Kraf a encore évoqué. Pour moi, il y a un gros problème. Soit de prise en charge, soit de communication au niveau d'Aubameyang. Alors, il est dans ta zone, il est devant toi, soit tu le suis à chaque fois qu'il part, soit tu communiques avec Laporte. Après, c'est là la limite où je sais pas s'il lui dit et du coup c'est 100% Laporte ou quoi, de toute façon, quoi qu'il arrive, le tort sera partagé, mais sur ces ballons-là, ça m'a, j'ai vu une fois, ils vont rectifier le tir 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les gars, il y a un moment, faut se réveiller, ils font 4 fois la même chose, c'est pas possible. Pas possible. Et tu le prends à chaque fois, t'es mis en danger sur ce truc-là. C'est un truc de fou. Surtout, t'as pas la marge de manœuvre. Statique, quoi. T'as pas la marge, en fait. Parce que tu sais que t'as pas la vitesse pour toi, que tu dois être plus proactif et sentir mieux les coups. Et il n'y a pas eu ces ajustements-là, quoi. Donc, exactement. Quand je dis tu communiques, c'est, oui, tu sais que la porte, il va pas vite. Tu lui dis, tu prends 2 mètres de recul et puis t'anticipes la course. Et si t'as pas le temps, c'est à toi de le suivre. T'es plus rapide que la porte. C'est vrai que c'est rare d'avoir vu le FC Lorient se faire prendre aussi facilement de vitesse, je trouve. C'est très rare. Parce que défensivement, c'est vrai qu'on a eu toujours l'habitude de comment ? Déjà parce qu'on laisse peu d'espace dans notre dos. Oui, mais parce que habituellement, on est plutôt sur des schémas où on défend bas, etc. Et donc, du coup, on n'est pas pris de vitesse. Mais là, c'est vrai qu'on était plutôt assez haut. Globalement, il n'y a pas eu ces schémas d'attaque-défense. T'avais un match un peu particulier. On n'a pas un peu l'habitude d'avoir. Marseille n'a pas eu une possession, on va dire, dantesque tout le match à mettre des flots et des flots d'attaque. C'était plus des transitions rapides qui nous faisaient énormément de mal et on avait du mal à se recroqueviller et à bien défendre. Je vais peut-être dire une connerie, j'ai plus tous les buts de Marseille en tête, il y en a eu tellement, mais est-ce qu'on prend un but sur attaque placée ? Ouais, si. Si, lequel ? Sur un de ces ballons là justement qui est mis dans le dos. C'est une attaque placée. Il ne semble pas que ce soit une attaque rapide. Le deuxième, non ? Mais le deuxième, je crois que c'est le deuxième. Transition, quand même. Le premier, c'est un CPA, c'est un retour de CPA. Ouais. Il me semble que le deuxième. Alors, tu peux penser que c'est une transition, mais il me semble que c'est une attaque placée. D'accord, ok. Ou du moins un départ bas, quoi. Ok. On continue dans les individualités. La surprise du chef dans ce 11, Lucas, c'était Julien Ponceau. Chargé de un peu organiser le jeu, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation ? Assez insipide. Je pensais que tu allais dire neutre. J'attendais neutre. Non, j'ai varié mon vocabulaire. Non. Il n'arrive pas réussi à porter ce lien, cette créativité. Il est sur le premier but lorientais où il fait un très bon centre-retrait pour Fèvre après une belle percée dans la surface. Mais en dehors de ça, il a peu eu l'impact physique nécessaire déjà rien que pour aller gêner le milieu marseillais et l'arrière-garde dans la construction du jeu et pour empêcher justement en fait ces percussions qui étaient très facilitées par notre passivité dans notre position avec des positions très statiques parce qu'on parle des positions statiques des défenseurs sur ces centres, sur les ballons en profondeur, mais le milieu de terrain c'était y est pour quelque chose aussi, même si je mettrais pas Bergel et Bonquet dans le même panier. Donc voilà, je pense match raté. Il a réussi son début de saison avec quelques bons matchs à ce poste-là, mais depuis c'est assez compliqué. On trouve pas de continuité dans ce 11 et je pense que ça aide pas non plus à s'épanouir. Alors, tu as mentionné Bonquet, c'était la deuxième grosse surprise du chef, Bonquet qui ressort du frigo.
Il y avait encore des stalactites sur ses dreads à ce moment-là. Et Raph, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, je trouve que Bonke Innocent, il fait pas un mauvais match. Alors, toute chose égale par ailleurs et proportionnellement au niveau de l'équipe, hein, attention. Mais fait un mauvais match. Non, mais proportionnellement aussi à son temps de jeu depuis le début de saison. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui a pas de rythme en soi. Il a touché pas mal de ballons. Assez actif, plutôt. Après, c'est pas un joueur qui prend énormément de risques. Deux passes clés quand même, donc il était un cran un peu plus haut qu'à Bergel. Bergel est resté plus bas au global sur le terrain. Moi, je l'ai pas trouvé brouillon. Franchement, il a pas fait de dinguerie, plutôt bon dans les duels, etc. Très peu de ballons perdus. Donc en fait, au-delà d'être sobre, je l'ai trouvé assez utile. Après, globalement, il n'y a pas eu d'étincelle venant de Bonke. Après, voilà, je trouve que il a une belle frappe à son actif. Elle était quand même assez sympa, la frappe à la 89e, à mettre quand même à son crédit. Fallait la sortir. Mais je dirais match correct pour aussi peu de temps de jeu, 90 minutes. Habile à la passe sans être trop transcendant, mais quand même 2 passes clés, donc ça c'est rare d'avoir un joueur comme Bonke Innocent qui est capable de distiller 2 passes qui mènent à des frappes, et je le réitère, mais très 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 peu de ballons perdus, puisque c'est le joueur qu'on a perdu le moins. Mais après, est-ce que ça veut pas forcément dire aussi que c'est un joueur qui ne prend pas de risques? Voilà, donc il faut aussi analyser la stat là-dessus. Donc, mais après, son match est forcément conditionné après les 10 premières minutes, forcément. Oui, mais bon, pourquoi ne pas prendre plus de risques quand tu es mené 2-0, tu vois, enfin, ça peut, c'est compliqué. Oui, d'ailleurs, ils en ont pris, ils ont été menés 4-1 dans la foulée. Et oui. Si je vous écoute bien, si j'ai bien prêté attention à ce que vous avez dit depuis le début, vous soulignez tous un manque d'automatisme, un manque de communication, un manque de repères peut-être. Ça pourrait s'expliquer par un fait qui va paraître tout con. Hein. 15e journée, c'était le 15e 11 différent, aligné par Régis, on a déjà eu l'occasion de vous en parler. Est-ce que vous pouvez me citer les joueurs, alors on n'est pas déjà dans le quiz, mais je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me citer les joueurs qui ont été 15 fois titulaires cette saison? Vogo, je pense. Vogo, évidemment. Ouais. Talbi. Talbi, et je crois que c'est Bergel. Et à Bergel. Il en manque un. Il en manque un? Ouais. Titulaire? Ouais. Non, qui a joué 15 matchs. Attends, titulaire, excuse-moi. Fèvre. Non, Fèvre n'a pas été titulaire une fois. Un jour, il était malade et il est commencé sur le banc. Il t'en a que 3, alors tu dois avoir. T'as Bergel, Talbi, Vogo. Ouais. Mais Fèvre fait partie. Non, Fèvre, il en a pas fait un. Ouais. Et il a joué quand même ce match-là, donc il a joué 15 matchs, d'accord? Donc après, ils sont 4 à avoir joué. Donc en fait, la stat est encore plus dingue si on la regarde comme ça. Ils sont 4 à avoir joué 15 matchs. Ils ne sont que 3 à avoir été 15 fois titulaires. Est-ce que ce manque qui peut s'expliquer de plusieurs façons, on peut peut-être avoir l'occasion d'en parler, mais est-ce que ce manque de continuité dans les 11, quand même, ça c'est un facteur explicatif de ce manque de repères criants qu'on voit, ou de communication, ou d'habitude entre les joueurs? C'est pas le seul, mais c'est plutôt que, c'est une conséquence plutôt qu'un facteur qui va expliquer, à mon avis, parce que t'arrives pas à trouver la bonne formule, parce que voilà, les mecs qui sont alignés sont sûrement pas faits pour jouer ensemble dans ce contexte-là, en tout cas. Après, je pense pas que ce soit fait sciemment de vouloir changer la compo à chaque fois parce que ça lui fait plaisir, parce que voilà, c'est le but pour lui, c'est quand même de gagner le maximum de matchs et de mettre les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions et les meilleurs les joueurs qui vont te faire gagner par un collectif, par des automatismes, etc. Et je pense que si on en est à ce point-là, c'est qu'il n'y arrive pas, il trouve pas la formule, il a l'air perdu, le chef. Et je sais plus ce que je voulais dire après. Putain, ça m'est sorti. Bref, 29 joueurs utilisés par Régis Lebris cette saison.
sur un effectif pro de 30 joueurs. Donc, Il y a seulement il y a Gomis, le gardien Gomis qui n'a pas été utilisé. Youfeyan, Et Muyokolo et deux gardiens et Muyokolo. Et Boigard, mais qui est blessé de très longue date. Ouais. Mais qui de toute façon était déjà plus dans les plans de Régis l'an dernier. Lucas, est-ce que tu penses que Régis est en danger au FC Lorient là? Clairement, s'il n'y a pas un résultat positif à Strasbourg, je pense que très clairement oui. Je pense pas que Ferry ait annoncé de deadline ou de date particulière, mais je pense qu'il passera pas l'hiver s'il y a pas de résultat positif. Donc certes, il n'a pas forcément été aidé par les blessures quand on parlait de ces changements de 11, mais le message que tu donnes à un groupe, si chaque match tu changes de 11, alors certes tu essayes de concerner tout le monde, mais là c'est pas vraiment le cas, c'est plus que tu sais pas trop quoi faire et que tu trouves pas la bonne formule. Et si au bout d'une demi-saison t'as pas encore trouvé la formule, foncièrement les joueurs doutent aussi et tu fais douter tout un club. Donc après certes les joueurs sont pas au niveau et il doit s'adapter, mais je pense qu'il a quand même une part de responsabilité là-dedans, parce que il a préparé une saison en misant tout sur un dispositif qui n'a pas du tout marché. On va pas se répéter là-dessus, mais derrière du coup ça pose de grandes difficultés parce qu'on voit bien qu'il nous manque des joueurs clés à des postes sur lesquels dans ce dispositif c'est essentiel pour performer en Ligue 1. Raph, tu penses que tout simplement le FC Lorient est en train de vivre quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire une crise? En fait, je pense que on a déjà eu rappelez-vous la phase aller de Pélissier où je sais plus, on est dernier, si je dis pas de bêtises. On est dernier, on a enchaîné 8 ou 9 défaites. On a 11 points ou un truc comme ça, 11 ou 12 points, enfin c'est cataclysmique, mais t'as pas ce sentiment de crise. Mais d'où ça vient en fait? Ça vient tout simplement du fait que cette crise-là, elle est générée par plusieurs aspects. Un été complètement mal géré d'un point de vue comme interne-externe, des velléités éventuelles de départ de Régis Lebris, une communication dans la nuit d'un Loïc Ferry, du coup le communiqué à 4h du matin. Ensuite, je pense des différentes communications à droite et à gauche, comme l'a dit Lucas, un projet de jeu sur un système qui a tenu 10 journées, même pas, et qui a été transformé, des recrues qui du coup ne donnent pas satisfaction, une communication qui tourne en rond aussi côté Régis Lebris, parce qu'à un moment donné, parler de progression, de projet de jeu, de culture, d'ADN, etc., alors qu'en fait tu te prends des gros 3-0 dans la tronche, ça va un temps, des failles aussi dans le vestiaire, une communication plus crispée. En fait, c'est Lorient a créé sa propre crise. Aujourd'hui, t'as plus de DG dans la structure. T'as deux personnes du coup t'as un DS et un entraîneur général du coup qui sont seuls à bord aujourd'hui. Enfin, du coup, t'as aussi fait un peu exprès d'en arriver là en donnant aussi beaucoup de plans, quasiment les pleins pouvoirs aussi à une personne. Donc tu portes ce risque-là aussi. Moi, je trouve que t'as un Régis Lebris qui aujourd'hui finalement se retrouve dans une position négative parce que esselé. T'as plus de DG pour faire fusible. T'as plus de DG pour te protéger, pour t'aider au quotidien, pour du coup fédérer le groupe pro, pour mettre pour diriger cette entité qui est le Football Club de Lorient en fait. Donc il faut aussi se dire tout ne se joue pas que sur le plan sportif et sur les 90 minutes chaque week-end. Il y a plein de choses qui se passent chaque jour, de l'entraînement jusqu'à l'intendance, en passant par la direction sportive, le recrutement, le mercato, les décisions globales, etc. Aujourd'hui, quand on dit oui, on sort Arnaud Tanguy parce que en fait il n'y avait pas d'alignement et donc on préfère mettre un nouveau système, etc. Je suis désolé, aujourd'hui, n'importe quel dirigeant d'entreprise, tu vois, ça fait 6 mois que c'est mis en place. C'est quoi le point positif en fait? Il est pas bon. Donc en fait, et là je reprendrai ce que dit Lucas,
les échéances à venir, il y en a 2. Strasbourg, Brest. Pour moi, le bilan il est clair. D'un point de vue organisation au niveau du FCL, est-ce que c'est mieux? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, on a enlevé des gens et on a enlevé des gens qui connaissaient le football et qui connaissaient l'institution. Aujourd'hui, Après, on a qui? On n'est pas en interne. On n'est pas en interne, mais en fait, je vois aussi. Oui. Tu vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient le club. On a un directeur sportif qui est invisible. Et t'as surtout, il travaille super bien là. Non mais attends, t'as sorti énormément de gens aussi qui avaient la culture club et qui étaient là depuis très longtemps. Stéphane Pedron, il est sympa d'être venu chercher son maillot quand même. Bah ouais, franchement, tout le monde y a pensé. Tout le monde a une petite pensée. J'ai vu l'image, j'ai fait il est venu. Bon. Le Roux, Pedron, Tanguy, la cellule sportive, détection, etc., recrutement, la data, etc. Enfin, t'as quand même enlevé beaucoup de monde. Donc ça c'est on va dire c'est l'organigramme, c'est l'organigramme et la gouvernance du club et sa communication. Puis après t'as les choix sportifs. Aujourd'hui, force est de constater, et on fera le bilan du coup en fin décembre et en janvier sur Ferrytime et Co. Mais globalement, les différents choix mercato, tactique, système, c'est négatif. Aujourd'hui, tu as moins de points gagnés par match, moins qualité de jeu, moins d'armes offensives pour piéger l'adversaire, plus jeu de transition et une défense qui est de plus en plus fébrile. Tu es attendu par quasiment toutes les équipes de Ligue 1 où tu pièges plus personne. Et du coup, tu as un collectif qui commence à se renfermer sur lui-même. Et on voit émerger peut-être des luttes intestines qu'on ne voyait pas avant. Parce que des luttes intestines, quand tout va bien et que les résultats sont là, ça va, ça passe. Là, on sent que c'est quand même pas la croisière s'amuse. Donc globalement, sportivement, on voit moins de choses. Ça se ressent aussi dans les tribunes, ça se ressent dans la ferveur autour du club. Donc attention, parce que du coup, on sait aussi que le public lorientais, il peut être un peu fine bouche et les guichets fermés et taquin. Et les guichets fermés, voilà. Donc et puis ça commence à faire beaucoup. Et puis je pense qu'il y a un dernier point qui fait aussi beaucoup de mal à Ferry, qui fait beaucoup de mal du coup à Régis Lebris, plus à Régis Lebris aujourd'hui. On parlait du Golden Boy Loïc Ferry qui était venu prendre le FC Lorient, ou du talent intrinsèque de Régis Lebris pour former un effectif efficace et une équipe qui joue au foot. Aujourd'hui, la cote de popularité et les lettres de noblesse d'un Régis Lebris, elles sont en train de fondre comme neige au soleil, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il avait pu prouver pendant 6 mois sur l'historique de Pélissier et l'effectif de Pélissier, compliqué. Compliqué le renouveau, le projet qui devait émerger depuis... Là, ça va bientôt faire 1 an et demi. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Désolé pour le propos, on va dire un peu long, mais franchement, le bilan, il est pas bon du tout. Et désolé, mais en tant que dirigeant d'entreprise me concernant, à un moment donné, tu es obligé de prendre des décisions. Je rappelle qu'il est propriétaire d'un kebab à Villeneuve-la-Garenne. Ce que je veux dire, c'est que pour toute organisation, petite ou grande ou moyenne, à un moment donné, tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut prendre des décisions. Et comme l'a dit Lucas, je suis désolé, 2 échéances, Strasbourg, Brest. Il gagne face à Brest, je pense que tu lui fais passer un peu l'éponge, il regagne peut-être un petit peu de temps. Mais tu as 2 déconvenus sur les 2 prochains matchs. Je dis pas que c'est le bon choix de sortir un Régis Lebris, mais je dis qu'à un moment donné, tu es quand même obligé d'aller chercher un électrochoc. Donc, et là, je pense que notre Loïc Ferry, il a probablement l'option déjà en tête et déjà préparée. Caps, t'évalues... Non, je vais formuler autrement la question. Est-ce que tu penses que Régis Lebris est sur le banc l'orienté un début de la phase à retour? Je vais surprendre beaucoup de monde, mais je pense que c'est la meilleure chose qui soit. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, le club, il est taillé autour de lui. Et tout est fait pour que la réussite elle passe par lui, malheureusement.
Je dis pas que c'est une bonne chose, comme Raph dit que c'est pas une bonne chose forcément de le remercier. Mais là actuellement, si tu veux espérer quelque chose et te sauver, ça ne passera que par ça et par un mercato d'ajustement, tout simplement. Mais sur quel projet, Kams, en fait? Moi, mon point, il est là, c'est, admettons, t'as un Loïc Ferry ou un Follet, ils sont prêts à mettre les ronds. Ouais. Mais tiens, j'avais oublié Follet, moi. Qu'est-ce que va faire le Breeze alors que j'ai l'impression qu'il s'enferme dans un certain dogmatisme? Il va prendre qui? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi son enfin, est-ce qu'il a parlé de c'est à lui de savoir puisque c'est lui qui a les pleins pouvoirs au club. Mais je pense que, enfin, moi personnellement, ça passerait par remercier les mecs qui sont en train de te chier dans les bottes entre guillemets, tant principalement sur le plan sportif qui te pénalise aujourd'hui et aller chercher des garçons avec qui tu vas pouvoir... Qui te pénalise jusqu'à dire on te chie dans les bottes en fait? À qui je fais référence? Malheureusement aux recrues qui ont été faites ces derniers temps, je pense je sais que je vais me faire des ennemis, mais à des garçons comme Isaac Touré notamment, à des garçons comme Bamba Dieng qui je trouve est complètement sous-performant et pas au niveau attendu comparé à ce qu'on nous a promis. Au milieu de terrain, excusez-moi, mais à part Berger, il n'y en a pas un qui tient la baraque. Ponceau de temps en temps. Pour moi, l'idée c'est de repartir avec un vrai groupe que tu as emmené et qui a fait ta force en fait l'année dernière, qui t'a permis d'aller gagner des matchs, d'aller chercher des points, d'être très compétitif sur son arrivée, mais parce que tu sentais un vrai collectif, une vraie envie de jouer ensemble, une vraie équipe. Alors, en fait que tu ressens plus aujourd'hui en fait. Je suis assez d'accord avec toi sur plusieurs points, mais au final, est-ce que c'est pas la compo qu'il a essayé de mettre face à Marseille, parce que ta ligne de 4, c'est la ligne de 4 de l'année dernière. Il y a combien de temps qu'il a pas joué à gauche? Voilà. Après, oui. J'entends. Mais ce que je veux dire, Laporte, il a été benché depuis le début de saison. Il a joué combien de matchs depuis le début de saison? Laporte, il a joué 14 matchs. C'est top 5 dans les titulaires quasiment. Donc c'est pas. Il y a eu 2 matchs où il a pas joué, 2 ou 3 matchs d'affilée où il a pas joué. Je suis pas sûr qu'il a joué 14 milieu, quand même, mais... Je crois qu'il a joué 14 matchs, mais bon, bref. J'ai le sentiment qu'il a joué beaucoup moins, c'est pour ça. Oui, notre défense, on a tous le sentiment qu'elle était pas là. Pardon, du coup, parce que ça fait un moment que je veux lancer Lucas sur une question. Lucas, t'es peut-être une des personnes qui connaît le mieux la carrière de Régis Lebrise, et je parle vraiment au niveau, pas ici dans le podcast, mais au niveau mondial, même on peut le dire. Je prends pas grand risque en disant ça. Est-ce que Régis Lebrise, au cours de sa carrière, entraîneur de jeunes, etc., a déjà été dans une situation compliquée de cette façon? Et est-ce que tu penses qu'il est capable de se remettre en question et de surmonter justement cette épreuve qui est quand même très 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 compliquée pour lui? Alors, est-ce qu'il a été dans une situation similaire? Non, en tout cas au niveau sportif. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'a pas forcément connu de saison telle que celle-ci. Et en tout cas, en équipe de jeunes, les résultats sont pas forcément les plus importants. Il a toujours eu des groupes plutôt bons qui performaient en N2. Donc au niveau sportif, non. Après, est-ce qu'au niveau humain, il est capable de se remettre en question? Je dirais oui. Malgré qu'on le décrit comme quelqu'un d'assez entêté dans ses choix ou quelqu'un d'assez dur. Le plus dur, finalement, ça va être de réussir à transmettre ce message et montrer qu'il peut se remettre en question. Parce que je pense qu'au niveau sportif, c'est quelqu'un qui s'adapte énormément. Et comme il l'avait dit, même à ses débuts, quand il est arrivé sur le banc, il n'a pas forcément des idées de jeu qui sont arrêtées, mais il va s'adapter à son effectif. Et on voit bien que, bon, forcément, c'est plus du tout le même jeu que l'année dernière, mais il a changé de nombreuses fois de plan de jeu et d'ambition en termes de position sur le terrain ou autre, par rapport à ses effectifs. Donc oui, je pense qu'il est capable de se remettre en question. Après, est-ce que il a toujours le groupe derrière lui? Moi, je sens pas que le groupe l'a lâché, mais il faut quand même réussir à avoir assez d'énergie, réussir à transmettre quelque chose qui s'est peut-être cassé. Parce que l'année dernière, les joueurs étaient
on entendait ça, qu'ils étaient impressionnés par son discours, que c'était assez novateur. Mais est-ce que justement, dans des situations comme ça, est-ce qu'il arrive à avoir un discours motivateur? Et est-ce que ce discours un peu alléché, ou je ne retrouverai pas le mot, passe dans ces situations telles qu'on vit aujourd'hui? Bah, c'est pas je sais pas, moi, j'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui soit c'est pas vraiment un grand meneur d'hommes, donc je pense que le discours passe très bien quand tu as un contexte de victoire et de jeu qui va en sa faveur. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui arrive à gérer un groupe. Après, à transcender, j'ai quelques petites difficultés à y croire. Et puis après, il faut aussi se dire que le contexte de vestiaire a pas mal évolué. Tu as quand même des Bakayoko ou Mendy, Régis Lebrise, ça pèse pas lourd dans la balance par rapport aux différents techniciens. Ok, du coup, bonne idée de les avoir fait venir. Je sais pas. Ça aussi, on compte. Ouais, non, bien sûr. Mais après, on se disait aussi Bakayoko, qu'est-ce qu'il a fait de sa carrière, c'est quoi, Bakayoko? Il y a un moment, il faut aussi te mettre, ça se trouve, ça se passe très bien dans le groupe, tu vois, mais Bakayoko, il peut prendre le brise de haut s'il veut, les entraîneurs d'avant, il le faisait pas jouer. On suppute là-dessus, c'est pas des. Après, on s'était aussi dit que Bakayoko avait déjà été aussi coaché par le brise à Rennes, que ça pouvait jouer aussi. Bon, voilà, tu peux prendre l'argument dans les deux sens. Moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, c'est un coach qui est esselé, qui du coup a très peu d'appui aujourd'hui, que ce soit dans l'organigramme ou avec ses joueurs, en tout cas de moins en moins. Tu le sens de plus. Le body language, il commence à être déplorable parce que tu sens qu'en fait, il a plus aucune branche sur laquelle se rattraper. Donc les interviews. Je vous invite à regarder le replay du match. 2-0. Regardez à 2-0. Il y a un plan sur Régis Lebris. J'en ai déjà parlé en début d'épisode. Il est terrible. Body language, il est terrible. Vas-y, les interviews, tu disais. Après, les interviews, tu sens qu'en fait, là, ça devient plus compliqué. La justification est complexe. Le discours est difficile. Enfin, c'est compliqué. Je l'ai pas trouvé mal après son interview après Marseille. Je l'ai pas trouvé mal en fait. Je trouvais très réaliste. Il va même jusqu'à dire on fait le meilleur deuxième mi-temps, mais bon, Marseille en même temps ils étaient en train de contrôler, donc c'était pas compliqué. Enfin, tu vois, c'était pas compliqué de faire mieux, on va dire. Non, mais bien sûr. Mais moi, je trouve que sur ces constats de match, il est rarement à faire une mauvaise analyse. Mais par contre, après derrière, c'est plus sur c'est quoi après. En fait, c'est pourquoi c'est un entraîneur qui est très bon après. Voilà, c'est à part dire on construit un truc, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il se piège dans ce discours-là parce que il paraît plus entêté qu'il n'est probablement, si tu vois. Tu parles de l'isolement au sein du club. Je vous invite alors puisqu'on est dans les replays des interviews, Luc Ferry était en interview avant le match chez nos amis, pas du tout nos amis, chez Prime Video. Et il dit une phrase qui un petit peu passée inaperçue. Il dit on a beaucoup recruté sur l'année civile 2023 et on voit que ce sont pas forcément les gros recrutements qui font qu'une équipe marche bien ou moins bien. Est-ce que c'est pas un petit tacle à Régis, qui était quand même responsable du recrutement sur l'année civile 2023, et petit 2, les gros recrutements dont parlait Kams tout à l'heure? Mais attends, moi il y a des noms que Kams n'a pas cités. Adrian Gerbic, Jean-Victor Makengo. Makengo, c'est année civile 2023. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, Makengo était inclus, tu vois. Gerbic, c'est pas du Gerbic, il est arrivé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des joueurs qui aujourd'hui ne rendent pas ce qu'ils sont censés rendre en performance, etc., et qui du coup, entre guillemets, chient dans les bottes de je ne sais qui. Je trouve que du coup, ce listing peut être agrémenté de certains joueurs quand tu prends juste leur performance intrinsèque. Il est gentil le copain Ferry, mais de faire le deal avec Marseille le dernier jour et de te priver du défenseur qui était pour moi derrière Talbi ton meilleur défenseur sur la saison sur toute la ligue. Et là, Poto, ferme-la un peu, c'est tout. Enfin, mais Maïté fait le forcing pour partir. Ah, peut-être, mais le décisionnaire final, c'est qui? Oui, bien sûr, c'est lui. Je suis désolé, si tu sais que sportivement, tu vas t'affaiblir et que tu vas perdre autant au change, tu le fais pas, c'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça.
Maïté qui est d'ailleurs rentré contre nous. C'est désespérant. Et on en parlait dans le dernier épisode et on avait donc raison. Il y a bien une option d'achat pour Bamo Maïté. Lucas? Non, mais c'est vrai qu'on a un peu passé ça inaperçu. Mais c'est que ça s'est passé vraiment en fin de mercato et au final, t'as tous les arguments pour retenir un joueur en fin de mercato, surtout après une saison qui est plutôt correcte. Il se serait vite remis dans sa saison. Je pense pas que c'est Il y a eu très gros forcing du clan Maïté pour partir. Ouais, peut-être. On n'a pas on n'a pas tous les détails, donc c'est un peu de la supposition. Après, ce qui me un peu gêné aussi, c'est le reportage sur Prime au fil de. Du coup, tu mets ce deal-là en avant. Et aujourd'hui, quand on voit ces images qui nous faisaient rire, parce que voilà, on se disait bon, Isaac Touré, peut-être que ça mettra quelques temps, mais il y a un potentiel. Au final, quand on voit la saison qu'on fait par la suite et l'impact que ça a eu, parce que. Est-ce que Marseille est gagnant dans ce deal aussi? Je suis pas sûr. Hein. Maïté, il joue pas. Hein. Il joue pas. Ah ouais, mais Marseille. Mais ils ont récupéré un meilleur joueur. Ouais, voilà, c'est sûr. Ouais, donc Régis en danger, c'était un petit peu le débat qu'on voulait avoir ce soir. Allez, on va se lancer dans un petit jeu de pronostic. Indépendamment des résultats, je sais que c'est compliqué parce que forcément, si on gagne les 2 dernières journées, ça peut changer. Mais est-ce que vous pensez que Régis est sur le banc à la reprise? Cam, si tu as répondu oui. Lucas? Oui. Raph? Ouais, il sera sur le banc, mais parce qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Et que Kams a tout à fait raison, et on l'avait dit cet été, désolé, je vais encore me jeter des... Je l'avais dit. On l'avait dit, on est une équipe ici. Et voilà. Non, mais on l'avait dit. Tu fais ton... Ouais, mais bon, parfois c'est... Ton Romain faible sur ce match. Non. Ouais. Non, je croque. Je fais le croqueur. Non, en vrai, on s'était dit que le risque aussi, c'était le fait de concentrer les pouvoirs, c'était aussi un risque par rapport à l'institution, parce que si ça se passe mal, bah en fait, tu remplaces toute une orga par une autre avec les effets néfastes que ça peut avoir de continuité, Mais tu revenais aux sources de ce qui avait fonctionné à l'FC Lorient, un entraîneur tout puissant qui prend les décisions sur le recrutement, qui vit en autarcie presque. Et qui n'avait pas montré une intime, conviction de vouloir s'inscrire au FC Lorient de longues années non plus, tu vois, avec oui. C'est ça aussi. Tu vois, enfin, Gourcuff, tu savais que... Non, mais attends, Le Brise, il faut pas refaire l'histoire. Le Brise, il est prolongé avant le show de vouloir partir. Hein. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Quand il prolonge Le Brise, il y a aucun doute qu'il sera toujours là l'année prochaine. Sauf qu'il prolonge et 3 semaines plus tard. Non, mais en fait, Nice, il fait plus joli là-bas. La météo est belle, donc je vais y aller. Pas ça. À aucun moment il dit ça. Il dit qu'il y a des dysfonctionnements majeurs dans l'organe du club qui du coup l'amènent à prendre cette décision de peut-être envisager un départ. C'est ça le vrai sujet. C'est la com, elle est là. Hein. Et que du coup, il n'y a pas de visibilité sur le projet parce que côté mercato, on ne sait pas si on va être capable de garder les joueurs. Il avait dit, il avait dit que Fèvre, c'était limite, si Fèvre reste pas, je ne reste pas. Quels vont être, c'était la réalité. Faut pas réécrire l'histoire. Hein, Enzo Lefebvre, il parlait d'Enzo Lefebvre. Ouais. Je pense vraiment que si on prend 0 point là sur le Marseille-Strasbourg-Brest, je pense pas qu'il sera là à la reprise. Parce que alors oui, il y a des... du coup. Oui, mais je comptais le trio des 3 dernières journées en fait. Mais oui, Strasbourg, ça revient même effectivement. Oui, il y a des indemnités à payer, mais une descente en Ligue 2 pour le club, ça ferait beaucoup plus mal économiquement. Oui, bien sûr. Et je pense que Loïc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque part quelqu'un qui est dans les starting blocks pour venir prendre le poste. Ou en tout cas, il y a une shortlist. Il y a une shortlist qui est définie. Alors, qui est dans cette shortlist? En fait, j'arrive même pas à avoir un entraîneur français dispo. Par contre, t'as intérêt à reconstruire. Par contre, en fait, un boiseur, juste ça qu'il faut. Tu dois pas juste faire venir un entraîneur. Ah ben oui, non, mais faut faire revenir toute une structure club en fait. C'est un DS, un DG, un entraîneur, tous les assistants, tout. Ouais, c'est-à-dire ton coach là, sur les staff, ça c'est pas un problème, mais oui, par contre, sur les 6 derniers mois, tu vas chercher un pompier, c'est tout ce que tu vas chercher en fait. Bah bien sûr. Mais je pense sincèrement que s'il y a 0 point là, c'est finito.
Parce que trop d'enjeux. D'ailleurs, justement, on parle de la suite. La suite, c'est donc Strasbourg à la maison le week-end prochain. Match crucial s'il en est. D'ailleurs, je voulais juste dire un mot sur le match de Toulouse. Quand on voit que Toulouse s'est fait soulever par Lyon, c'était vraiment pas rassurant d'avoir fait un tel match chez eux, hein, même si on prend un point. Donc Strasbourg à la maison. J'allais vous demander quel 11 vous mettez, mais de toute façon, c'est impossible de prédire les 11. Ils changent à tous les matchs. On verra pas le même 11 que contre Marseille. On peut être sûr de ça, Lucas. Oui, je pense qu'il y a des joueurs qu'on verra pas de sitôt, malheureusement. Comment ça? Laporte, Le Goff? Bon, je pense que les deux, hein, malheureusement. Je pense que Le Goff n'était pas le pire, mais ouais, je pense que là, vu la concurrence à ce poste-là, il est pas prêt de revenir. En plus, je vois pas vraiment la raison de la sortie de Le Goff à la mi-temps. Autant que tu me changes Kaloulou Laporte, ok. Mais pour ça, il faut avoir des latéraux droits. Et là, je pense à Pierrot. Il est où notre Dembo Silla qu'on voit jamais? Mais ça se trouve, il est pas bon. Bref, ouais. Je vous demande quel 11. La Raph, tu me mets quoi comme 11 titulaire face à Strasbourg? Je sais pas là. Joker. Non, en fait, comme l'a dit. C'est impossible à prévoir. Et tout a été fait. On a 29 joueurs qui ont été utilisés. Quels sont tes locks? Quels sont tes locks aujourd'hui? Tu vois, t'aimes bien cette question. Aujourd'hui, alors j'en avais joueurs indéboulonnables. Moi, je vais te dire, j'en avais 3 depuis le début de saison. Vogo, Talbi, Abergel. Là, aujourd'hui, j'en ai 2. Vogo, Abergel. Non. Talbi, je suis désolé. Ah, Talbi, c'est dur, hein. Talbi, c'est pas le Talbi de l'an dernier, quoi. Et du coup, on met qui en charnière? Bien sûr. Mais déjà, moi, je c'est pas le Talbi de l'an dernier, mais ça reste ton défenseur le plus fiable, c'est ça le pire. Bien sûr. Fiable. Alors attention, stat l'équipe impliquée sur 29 buts. Sur le terrain pendant sur 29. C'est vrai. À 100%. Terrible. Oh la vache. Blague à part. C'est vrai qu'il est plus en même temps, il a joué toutes les minutes. Hein. Mais voilà, c'est ça. Moi, je pense que dans tes joueurs fiables, tu peux compter Fèvre pour moi. Oui, c'est vrai que j'oublie tout le temps Fèvre. Oui, mais est-ce que je suis pas son premier fan, hein, loin de là. Hein. Ouais. Ça me fait ni chaud ni froid qu'il joue pas, mais factuellement, ça reste ton plus gros créateur d'occasion, ton meilleur buteur. Enfin, c'est tout. 5 buts, une passe D, et du coup, c'est le seul joueur à avoir 15 matchs joués avec Talbi et Vogo et Abergel, donc il fait partie du top 4. Après le match de Marseille, président Ferry est descendu dans le vestiaire. Apparemment pour un discours viril et concis. Alors on ne sait pas s'il a sorti le paperboard encore. Vous vous rappelez de cette image? C'était il avait un paperboard, je ne sais plus ce qu'il avait marqué dessus. Solidarité, combat. Plus d'envie, ambition, plus de combativité. Plus d'envie, on dirait un truc sectaire un peu. Enfin, bref. Et donc on ne sait pas s'il l'a refait. Est-ce que vous croyez à la révolte? En plus, c'est 2 nouveaux moustoirs. Donc vraiment, il y aura une grosse pression du public, forcément. Parce que, je vais pas dire que c'est chaudron à Lorient, mais forcément, les gens vont venir avec un petit truc dubitatif en disant, dernier match de la phase aller au moustoir. Vous pensez à une grosse révolte? Kams, t'as l'air de dire non depuis... Pas du tout, parce que sur les attitudes, il y a trop de joueurs qui s'en battent les couilles, en fait. Sincèrement, j'ai l'impression que ça tient à cœur à personne, à part Abergel. Quand tu le regardes, il a l'air d'être comme un dingue, mais il a l'air tout seul au milieu du marasme. Vogo, pareil, mais même d'autres. Tu regardes les mecs qui ont l'air dépités, ça baisse les bras, ça baisse la tête. À la mi-temps de Marseille, quand j'ai vu Mendy et Isaac Touré aller tchatcher les mecs de Marseille, ça relève de l'anecdotique, tout ce que tu veux. Il y a 4-1 à la mi-temps. Rentre au vestiaire. Tu veux te parler à les mecs, à la limite, fais-le dans le couloir où il n'y a pas une caméra et machin. Mais non, ça se fait pas tout court. Tu peux dire c'est anecdotique, ça n'a rien d'anecdotique. Les mecs s'en battent les steaks, c'est aussi simple que ça. Ouais, mais t'as 0-0, tu fais il va dire bonjour aux copains et tout, on prête pas plus attention à ça. Ah oui, mais c'est ça, bien sûr. Et là, il y a 4-1, t'as 4-1 dans la gueule, t'as été 0 depuis le début du match. Eux, ils étaient sur le banc, mais non, Mendy était sur le terrain. T'as été 0 depuis le début du match. Tu recrutes des joueurs. Isaac Touré ne voulait pas venir. Il a fallu le convaincre pour venir.
il est débarqué comme ça parce qu'il jouait pas à Marseille et qu'il avait pas d'opportunité de jouer cette saison. Donc il vient pas pour le projet de jeu, mais il vient. Il vient. Benjamin Mendy vient pour se relancer dans un club. Pas pour le projet de jeu encore une fois, mais parce que c'est un club sain, c'est un club. Parce que c'est le seul club qui propose un truc. Bakayoko également, il se dit qu'il aura du temps de jeu cette saison et pas trop de pression. C'est le banana boat, ça. Non, mais quand tu recrutes des joueurs qui viennent pas forcément pour le club, tu le payes un bon nez. Après, je mettrais peut-être pas Bakayoko, tu peux dire, il revient pour se relancer, il vient voir Régis, avec qui connaît de Rennes et tout. Tu peux à la limite. Oui, Bakayoko, oui, mais voilà, je mets plutôt du coup Mendy et Isaac Touré, plutôt dans le même bateau. Ouais, mais on en revient à quelque chose que Kams avait dit dans le Ferry Time. Tu changes complètement ta philosophie de recrutement sur ce mercato, sur ces 3-4 joueurs. Alors, historiquement, Lorient, et surtout sous Gourcuff, a toujours fait des paris avec des joueurs un peu de renom. Mais c'était pas vraiment à ce moment-là de leur carrière. C'était plus fin de carrière. C'était là. Sur l'ensemble, excuse-moi, mais sur l'ensemble de ton mercato, t'es pas allé à contre-courant, mais il parle de l'année 2023, mais quand tu fais un Makengo, tu claques combien? 15 patates. Tu pètes le record pour Makengo. Ok, on voit le résultat derrière. Ensuite, tu vas faire Benjamin Mendy, qui pour moi, en termes d'image, mais c'est ce qu'il y a de plus déplorable à faire. Ok, soit. Tu fais le coup à nouveau Isaac Touré, qui m'a, en changeant contre Bamo Meïté, qui m'a un peu fait rappeler le cas, qui m'a fait rappeler le cas Mario Lemina sous certains aspects, tu vois. En fait, tu es en train de renier tout ce qui a fait ta force, un groupe fort, une équipe forte, tout ce qui t'a amené jusque-là, qui t'a amené à faire une grosse première partie de saison, tout ça pour, on est obligé de passer par là, c'est comme ça le foot moderne, si on veut évoluer, ça passera que par ça. Alors que ce club, il est pas fait comme ça, en fait. Il est pas fait pour réussir de cette manière-là, l'environnement, il est pas fait comme ça. Et du coup, le résultat, il est là. Tu vas être dans les 2 à la fin de saison et ça sera amplement mérité. Parce que tu t'es renié depuis le départ. C'est tout. Je suis d'accord avec toi sur cette partie. Vouloir faire autrement et pas avec les bonnes recettes, t'as raison. En même temps, quand tu vires tous tes scouts, c'est plus compliqué d'aller chercher les recrues. Alors, moi, je pense que le 11 de Strasbourg, on verra le 11 qui a commencé la deuxième mi-temps face à Marseille. Ouais. Et au moins, il y aura une sorte de continuité. Donc, si ça pouvait être ça, pourquoi pas. Un petit prono pour ce match face à Strasbourg. Strasbourg qui a gagné ce week-end ou fait match nul? Fait match nul 1 ce week-end. Allez, un petit prono. Allez, Lucas, 2-1 pour Lorient. Pardon. Tu veux tenter des buteurs ou pas? Ouais, allez, on va dire... Allez, un match référence pour Bamba Dieng. Ouais, s'il cadre, ça sera pas mal. Raph? Match nul. 1-1. Oh, c'est le pire truc possible, match nul, je pense. Kams? 0-2. Victoire de Strasbourg. Qui tu mets en buteur, toi, Raph? On va avoir un but de Talbi. Ah ouais, donc tu nous promets un très très grand match, toi là. Ouais, ça va être un match de merde. Et moi, je vois un doublé de Gamero. T'imagines? Le Calice. Moi, je vais vous surprendre. Je vais dire clean sheet déjà. Ouais. Clean sheet. Et ce qui serait quand même, rien que pour ça vaudrait le coup de célébrer. Et je vais dire 3-0 pour Lorient. Ok. Ouais. C'est pas possible que le vestiaire ne soit pas. Alors, ils étaient sûrement KO dimanche soir. On a échangé avec certains, ils étaient eux pour le coup KO. Mais dans le vestiaire, c'est pas possible que dès lundi matin ou dès ce matin à l'entraînement, puisqu'on enregistre, on est mardi, ils ont eu repos hier. Dès ce matin à l'entraînement, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un sentiment de révolte chez certains et t'es obligé de faire quelque chose. Donc voilà, 3-0 pour moi, les buteurs, j'en sais rien, métier qui voulait, un but de Dieng, un but de Fèvre et un but de Croupi, tiens. Allez. Original. C'est beau. Bah ouais, pourquoi pas. Les questions de nos auditeurs. Alors Pierrot n'est pas là, du coup je vais faire ça
comment on dit, à l'emporte-pièce? Non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi. C'est quoi la compo type de cette... C'est la Gamérance sur Twitter. On a posé la question que sur Twitter. Nos auditeurs qui nous suivent sur Instagram, on est désolé, on n'a pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. C'est quoi la compo type de cette équipe? Difficile de voir un 11 clair se dégager. Oui, on en parlait tout à l'heure. Un 11... On vient d'en parler. Ouais. Et si la Gamérance nous pose la question, si le sens de sa question, c'est qu'est-ce que c'est le 11 type de l'année, c'est-à-dire le meilleur joueur à son poste, les 11 meilleurs joueurs à leur poste, je suis bien incapable de mettre 11 joueurs sur le terrain. Tu m'es connu en numéro 9, un peu comme le jeune garçon qui répondait au quiz en avant-match. Ah, très bon quiz, très original. Oui, devant le moustoir, le petit quiz en début de match, là, sympa. Alors, pro tip, si vous voulez les réponses, écoutez le podcast. Et normalement, vous avez les réponses du quiz après. Par exemple, mettre oui, tu mets Croupi. Ton attaquant, c'est Croupi, forcément. Ouais. Mais à part 4-5 postes, c'est compliqué. Tu mets Fèvre, Croupi, Abergel, Talbi, puis Vogo. Voilà. Quelque chose dont on n'a pas parlé, mais en effet va avoir son importance. Illuminatus nous demande comment anticiper la rotation de l'effectif par rapport à la CAN qui approche. Rappelons qu'à la CAN sont susceptibles d'y aller, sauf, alors il me semble qu'ils sont qualifiés ceux-là. Hein. Donc Talbi forcément, Kaloulou éventuellement, Bonke Innocent. Je ne sais pas s'il est toujours dans les petits papiers, ça m'étonnerait un peu. Bamba Dieng, pareil, hein, il est un peu reculé dans la liste. Yongwa devrait y être, Formose devrait y être, et Tozin, je ne sais pas s'ils sont qualifiés avec le Bénin, ça me surprendrait. Je ne sais pas, aucune idée. Bref, il y a un peu de monde à partir à la CAN. Ça va être sympa, ça aussi, ce moment-là. Sur les postes défensifs, on a quand même un effectif assez large, même si c'est pas forcément le plus qualitatif cette saison en tout cas. Le plus problématique, moi, c'est forcément Talbi. Après, moi, c'est départ de Formose aussi, il va faire mal. Moi, je comprends pas qu'il joue pas en défense centrale là où il a toujours été. Voilà, bon. Oui. Oui, mais parce que il le fait jouer à droite parce qu'il n'y a aucun latéral qui vaut la route, quoi, je pense. Ouais, mais ouais. Mais ça, voilà, c'est un autre débat. Mais oui, c'est vrai qu'il est cantonné à ce poste-là malgré lui. Et après, sur les postes offensifs, de toute façon, il y aura forcément, je pense, une recrue. Cet hiver, je vois pas comment on peut faire sinon. Mais voilà, je pense que l'effectif est très très large. Mais aujourd'hui, il faut aussi dégraisser quoi. Là, il y a. Et oui, parce que obligé. J'allais vous dire, seront-ils encore là tous ceux-là au moment de la CAN? T'es obligé de dégraisser, ouais. Une question de, il est passé où lui? Itachi 4256. Quelle stratégie pour la Coupe de France? Lorient ira donc à Sochaux. Quelle stratégie pour la Coupe de France? On fait jouer les jeunes ou on joue le coup à fond? Je pense que t'as que ça à te raccrocher. T'as que ça à te raccrocher, ça peut être un élément moteur qui peut te tirer vers le haut. Donc tu joues le coup à fond? Ah bah t'es obligé. Ça peut remotiver un groupe, ça peut. Exactement. Ça peut relancer une dynamique. Puis t'as ou les enfoncer si tu perds contre Sochaux. Ouais, franchement, est-ce que c'est pas le moins mauvais tirage possible? Capable. Et t'es capable de perdre. T'es 100% capable, hein, attention. Imagine, tu joues une R1 j'allais dire en Europe de l'Est, n'importe quoi, au fin fond de la France. Tu te fais sortir par une équipe un peu comme ça, le typique match de coupe piégeux et tout. Ça s'est déjà passé plusieurs fois à Lorient en plus. Hein. Oui, pas que à Lorient. Ouais, donc ça peut faire très très mal au casque. Sochaux, équipe de Ligue 2, pas non plus dans une forme olympique. Nationale, pardon, excusez-moi. C'est pas dans une forme olympique. C'est pas le plus mauvais tirage, je pense. Même s'il faut aller se déplacer à Sochaux en plein hiver. Attention, c'est pas une équipe dégueulasse. Hein. C'est loin d'être dégueulasse Sochaux. Toi qui connais un peu mieux ce championnat, tu penses que c'est jouable pour l'FC Lorient? C'est gros risque? Pour moi, c'est un match de merde, un match piège. Ouais. Et typiquement, tu peux arriver là-bas à des conditions de merde, ça va cailler, machin, ceci, cela. Offensivement, ils ont une sacrée armada. Bon, alors à l'échelle du national, mais
sur un match comme ça, tu peux très bien t'attendre à des folies, surtout si tu prends le match un peu de haut. Très sincèrement, ça peut sentir l'embrouille très vite. Les autres questions, il y avait pas mal de questions, mine de rien. On a posé la question il n'y a pas très très longtemps sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et bon, c'est des choses évidemment sur est-ce que le Breeze sera toujours là, etc. Donc on a un petit peu répondu en cours d'épisode. Et Kirtox1 nous demande, cette défaite est-elle, comme notre place au classement, anecdotique? Oui, rappelons que Loïc Ferry en interview avant le match disait que notre place au classement était anecdotique. Ce qui est fou. Plus les journées passent, moins c'est anecdotique, Loïc. Non, mais la séquence quand même, c'est que du coup tu dis ça en avant-match, c'est anecdotique, et tu descends dans les vestiaires à la fin du match pour mettre une soufflante à tout le monde. Ouf. Excusez-moi, mais il y a un problème de pertinence, enfin de cohérence du coup là-dessus. De cohérence dans le discours. Voilà pour les questions que nous ont posées nos auditeurs. Messieurs, je vous propose de passer au quiz. Alors, je vous ai préparé un petit truc assez sympa. Donc, vous répondez chacun votre tour. Et Kams, comme ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir, tu as l'honneur de commencer. Je vous demande de me citer tous les joueurs ayant joué au FC Lorient dont le nom de famille commence par la lettre W. Waris. Majid Waris, c'est bon pour Kams. Lucas. C'est juste le nom de famille. Hein. Oui. Ouais. Attends, mais je suis tellement nul à ce truc-là. Wakaso. C'était pas le plus évident. Bien joué. Raph. Ça me fait penser au match au Puy avec Franklin Wadja. Qu'est-ce qu'il avait fait au Puy déjà? Il avait pas voulu jouer une touche vite et il avait fait une montée offensive. Il jouait défense centrale, je crois, sur ce match-là. Ouais. Il fait une montée, il se craque et on prend un but derrière. Ouais, exact. Cam, c'est à toi de relancer. Oh merde. Il y en a un extrêmement évident. Extrêmement évident, ouais. Oui. Ah, il joue stratégique, Raph. Il donne pas les évidents d'entrée. Ce qui est bizarre comme stratégie, c'est vrai, d'ailleurs. Je suis con. Cette stratégie est très bizarre. Kams. Non, mais ça m'a fait. C'était Coupe de France, c'est pour ça que je vais rester sur la Coupe de France. Allez, je vous donne des petits indices pour vous aider, vu qu'on est au deuxième tour. Alors, il nous manque 3 joueurs, hein, dont un défenseur qui a joué entre 2014 et 2007 la bagatelle de 12 matchs. C'est pas le plus connu. 2014 et 2017. Ouais, un Gabonais. Nous manque. Ça, c'est Lucas qui peut le trouver, je l'ai trouvé. Un attaquant saison 94 jusqu'à 98-44 matchs, 10 buts français. Et un attaquant, je vous donne pas la nationalité, je vous donne pas les années qu'il a joué, 127 matchs et 37 buts. Cam, si tu l'as pas maintenant, tu passes ton tour. Je suis mort. Lucas. Je l'ai. Ah, c'est le jeu typique pour Pierrot, ça. Je pense que les mecs qui nous écoutent dans la voiture ou l'impression de frapper sur le putain, mais ils sont nuls. Attends, je suis sur l'attaquant, hein, mais sur le défenseur. Ouais, mais voilà, erreur de focus. Bref, Lucas, tu l'as pas, tu passes ton tour. Raph, un attaquant qui aurait joué 127 matchs et 37 buts. Yohan Wissa, évidemment. J'ai même pas envie de parler tellement je suis. Moi, j'en ai un autre. Vas-y. C'est Wachter. Ouais, Yohan Wachter, défenseur gabonais, 2014-2017, 12 matchs, 0 but. Et donc, c'est 3 points pour Raph. Et le dernier, c'était Cyril Vattier entre 94 et 98. Ah ouais. Celui-là, il valait. C'est bien aussi. C'est bien aussi de se souvenir des anciens joueurs. Je pense à Walid Mesloub, mais c'est son prénom, Walid. Tiens, ça me fait penser, dans l'actualité, ils ont supprimé des points de deal à Lorient. Bref. Voilà. Alors, ensuite. Excusez-moi, c'est l'association de pensée. Je me demande, je crois qu'on a déjà fait ce quiz, j'ai un petit doute, mais quand je vois les réponses, je me dis que non. Ça, c'est de la bonne présentation. On cherche les 10 joueurs les plus capés, toutes compétitions confondues, de l'histoire du FC Lorient. J'allais dire, il y en a 10, oui, forcément, puisqu'on cherche les 10 joueurs. Kams, à toi l'honneur.
Jérémy Aliadière. Ah bon? Alors, les plus capés, Lorient, avoir joué le plus de matchs avec Lorient. Ouais, non? Bah, non. Genre, jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, ouais. En fait, si j'ai le temps, je ferai un petit cut là, parce que quand il est horrible cette réponse, tout en sachant très bien que je le ferai pas. Donc, voilà. Allez, vas-y, je te laisse une deuxième chance, va. Attends, il a fait 2 passages. Ouais, mais de là. Ouais, mais même. Alors, la barre, elle est à persuadé. 177 matchs, quand même. Ok, Vincent Si Le quelqu'un Goff. veut regarder le nombre de matchs de Jérémy Aliadière pour l'instant. Vincent Le Goff. Évidemment, Vincent Le Goff. Deuxième de ce classement avec 322 matchs. Et il est à 30 matchs de. Et vu comment c'est parti, c'est pas sûr qu'il y arrive, le pauvre. Il a 30 matchs de la première place. Enfin, 31. Fabien Audard, qui a donc, Lucas, là. Première place. Première place avec 352 matchs. Raph? On a dit du coup. On a dit Fabien Audard, numéro 1, 352 matchs. Vincent Le Goff, numéro 2, 322 matchs. Ouais. Arnaud Leland? Arnaud Leland, 4e avec 226 matchs. Kams, à toi. Stéphane Pedron? Stéphane Pedron, il est 11e. À un match de la 10e place. Lucas? Le pauvre vient de se faire virer. Non, je parle pour moi, je parle pas pour oui, d'accord, pardon. Lucas? Moi, je dirais Arnold Mbouemba. Et ben non, il est dans le top 15. J'ai fait un screen des 10 premiers. Il est dans le top 15, mais il est pas dans les 10. Il y a quand même des noms très trouvables. Hein. Paf. Est-ce que Stéphane Le Garec, il aurait pas aussi Non, pas de Stéphane Le Garec dans les 10. J'ai pris un risque là. Un deuxième tour sans indice et puis après je vous guide. Kams. Michael Siani? Non, pas de Michael Siani. Je suis bien tenté. J'ai pas le nombre de matchs de Siani. Lucas? Je dirais. J'en ai un. J'en ai un, je crois. Oh, c'est moche de mettre la pression sur Lucas comme ça. Et il est facile. Ouais, j'en ai plusieurs même. Allez, Lucas. On peut éliminer Lucas et on va plus vite. Non, mais le pauvre vas-y, Lucas. fais-toi. Hein, il dit vas-y en plus. Lucas qui abandonne, jette l'éponge. Raph. Désolé, Lucas. Il y a Jérémy Morel, je pense que ça passe. Jérémy Morel qui est 3e avec 271 matchs. On continue, Kams? Ulrich Le Pen? Non, pas d'Ulrich Le Pen dans le top 10. Ouais, non. Lucas, Ouais, Le Pen, il est en parti. fait. Il a fait un aller-retour aussi. Lui, il est pas resté. Ouais, il est allé à Ipswich. En Algérie? Ouais, il a fait l'Algérie. Ouais. Le Pen, il a fait Ipswich en milieu d'année 2001-2002. Je viens de comprendre la vanne de Kams. Je l'ai pas Lucas, on va pas la répéter. Lucas? Gassama. Mais arrête, c'est pas Non, possible. non, pas de Gassama. Lucas, faut pas donner des noms au hasard. Hein, faut... Je sais pas. Mais... Raph, à toi? On a dit Le Goff ou pas? Oui, bien sûr. Ok, bah du coup... C'était d'ailleurs la première réponse de Kams si j'ai pas oublié de faire le cut. Ah oui, c'est vrai, putain. Yann Jouffre, je pense qu'il est pas mal aussi. Jouffre, 5e avec 215 matchs. Kams? Vous me dites, hein, si... Alors, on a les 5 premiers. Alors, c'est bien, vous le faites dans l'ordre, c'est sympa. Ah, mais non, mais j'en ai pas. Enfin, des gros. Putain, Si vous passez tous votre tour, encore une fois, je commence à lâcher les indices. Est-ce qu'il y a des joueurs de l'effectif actuel encore, à part Non, Le Goff? non, le seul dans l'effectif actuel, c'est Le Goff. Vas-y, je passe. Lucas? Oui, moi, je suis éliminé, moi. Non, t'es pas éliminé, c'est moi qui décide. Hein, c'est pas Oui, grave. bah, je passe. Tu passes. Raph?
Mais Lucas avait dit Arnold Wemba, c'est ça. Ouais. Tu l'écoutais, tu saurais. Ouais, c'est ça. Est-ce que Kevin Monet-Paquet, on n'aurait pas... Non. Alors, ensuite, on cherche un joueur qui a eu plusieurs rôles au club. On cherche un joueur franco-malgache qui n'est pas Jérémy Morel. Ok. On cherche quoi d'autre? Des joueurs légendaires des années 90-2000. Ouais, mais Darcheville a pas, Fenduna a pas. Non, pas légendaire. Voilà. Non. Allez, on va commencer par celui qui a eu plusieurs rôles au club. Il a donc été joueur avant d'occuper un autre poste relativement. Leroux? Non. Je sais pas combien de temps il a joué. Non. Allez, pensez un peu. Il vient de se faire lourder lui aussi il y a pas longtemps. Mais il l'a dit, Pedro, non? Quelqu'un a dit Pedro? Oui, mais c'est pas le seul à s'être fait lourder il y a pas longtemps. C'est vrai. Il avait les Druon et tout, là, ils ont pas fait, non? Loïc Druon, 10e avec 177 matchs, merci. Yes. Bon alors, un ancien joueur qui a occupé un autre poste au FC Lorient mis en avant et qui s'est fait lourder il y a pas longtemps, mais pas par Lorient, qui s'est fait lourder par une sélection. Ripoll. Sylvain Ripoll, exactement, qui a eu 208 matchs. Ensuite, un franco-malgache qui a joué 194 matchs. Bah non, même pas en fait. Gourcuff, il a fait combien de matchs? J'ai pas la liste, mais il est pas dans les. Il n'est pas dans le top 10. Un franco-malgache qui a joué, je vous ai dit combien, excusez-moi, j'ai un petit doute là, 194 matchs, milieu de terrain, qui est passé par Lorient et Vannes. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Auray, La Montagne, entraîneur adjoint de la Libye. Ça, c'est comme entraîneur. Hein. What? Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Il a commencé à Cariado. Quoi d'autre? Il a marqué face au FC Lorient en Coupe de France avec le VOC à la 115e minute, l'année où Vannes va en 8e de finale de la compétition éliminé par Auxerre. Il s'est occupé des 18 nationaux en 2001 à Lorient. Je passe au travers total. Pierrick J'ai Pierrick Lebert. Ouais. Quand même, les gars. Oh. Non, mais oui, mais ensuite, qui est-ce qu'on va chercher ici? Un entraîneur. Donc maintenant, il est entraîneur, évidemment. Donc français. Il a été milieu de terrain, évidemment. FC Lorient, 188 matchs, 20 buts, hein, mine de rien. Sa carrière, c'est Niort, Saint-Étienne, Nice, Lorient, Le Havre, Brest et Fontenay-le-Comte. Et Wolo? Non. Et il a entraîné Fontenay-le-Comte jusqu'en 2018. Attends, redis, Nice, Brest. Niort, Saint-Étienne, Nice, Lorient, Le Havre, Brest et Fontenay-le-Comte. Il a gagné la Coupe de France avec le FC Lorient. Non, Rémi Gaillard. Anthony. Anthony Gauvin. Anthony Gauvin. Tu peux le dire avec un peu moins de haine dans ta bouche. Oh, Anthony Gauvin. Il tirait les coups francs parfois. Ensuite, on cherche un. Alors, il était quel poste lui? Excusez-moi. Petit doute là. Bon, ça me reviendra, c'est pas très grave. International breton. Un match avec l'équipe de Bretagne. 94-99 au FC Lorient. Avant de partir à Châteauroux et au SCO. Défenseur central, pardon, voilà, évidemment. Il est allé au CEP Lorient, Lucas. J'aime pas ce quiz. Très bien. Gilles. Lelouch. Kériuel. Les gars, va falloir revoir votre historique. Et Loïc Druon, on l'avait cité tout à l'heure. Donc, le top 10 dans l'ordre, et on vous laissera là-dessus. Fabien Audard, 352 matchs. Vincent Le Goff, 322 matchs. Morel, 271. Leland, 226. Jouffre, 215. Ripoll, 208. Lebert, 194. Et j'ai plus de batterie. Si c'est bon, Gauvin 189, bordel. Kériuel 178, Druon 177 pour le top 10 et Pedron est juste à la porte. Un petit mot sur le concours, Raph, il faudrait peut-être qu'on le lance. Donc ce que je te propose, c'est qu'on l'annonce dans le podcast aujourd'hui et qu'on le lance ce week-end pendant le match. Sur les réseaux sociaux. C'est parti.
Vas-y. Alors, pour Noël, la Taverne est heureuse de vous faire gagner une PlayStation 5 et le jeu. Alors, ça s'appelle comment maintenant? FC24. FC24. Ouais. Donc, pour participer, c'est très simple. Vous allez vous abonner sur les réseaux sociaux et on vous donnera les détails du tirage au sort qui aura lieu très rapidement, la semaine prochaine, pour qu'on puisse expédier ça. Ça arrivera peut-être pas pour Noël, vu les délais. Alors, ça arrivera probablement pas pour Noël pour des raisons logistiques, mais bon. Voilà. Elle est là. Hein. Voilà. Et en partenariat avec personne, pour le coup. Là, c'est vraiment la Taverne qui régale. Faites-vous plaisir. En partenariat avec nous-mêmes. Donc, c'est ça. Du coup, c'est. Voilà. Et, le trésorier. Beau cadeau, hein, franchement. PlayStation 5. De toute façon, depuis qu'on est devenu une association, ça y est, quoi. On croule sous l'or, c'est n'importe quoi. C'est ça, d'ailleurs. De toute façon, on en a acheté 5. Et, oui. Et comme Pierrot en avait déjà 2, du coup, on la remet en vente. Voilà, c'est pour ça que Lucas est déscolarisé maintenant. Donc, avec la PlayStation 5. Pour gagner la PlayStation 5 avec la Taverne et le jeu FC24, abonnez-vous surtout Instagram et Twitter. Ça se passera peut-être même principalement sur Instagram, vu que Lucas ne participe pas à la hausse des abonnés d'Instagram. On va peut-être faire augmenter les abonnés là-bas. Donc soyez attentifs, vraiment, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Lucas participe sur Tinder, lui. Cams, Lucas et Raph, je vous remercie énormément pour votre participation. C'est pas la meilleure saison du FC Lorient, mais au moins on s'amuse bien ici, c'est cool. Merci à tous. On l'avait dit, les soirées, les saisons où ça se passe bien, c'est chiant, c'est mieux quand il y a le feu. Clair. C'est clair. Au moins on a de quoi discuter et on a de quoi débattre. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux pour gagner la PlayStation et FC24, PlayStation 5 et FC24. Sur YouTube, abonnez-vous aussi, une petite cloche, des commentaires, on y répond avec grand plaisir. Merci à tous et on se revoit après Brest. Joyeuse fête de fin d'année à tous, d'ailleurs, tiens. On va dire ça. Oui, on n'y pensait pas. Puisqu'on se reverra, nous, alors après Brest, peut-être avant Noël, probablement après Noël, on verra. Si on vous voit pas d'ici là, joyeuse fête de fin d'année à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, joyeuse fête, sauf au Brestois, bien sûr.